Alors, de ma jeunesse, j'ai toujours été attiré par les sciences, tout ce qui était scientifique. J'avais 7 ans, 8 ans, je rêvais d'être médecin. Mais malheureusement, je n'avais pas les connaissances et les attirances intellectuelles appropriées. Donc, j'ai rabattu mon caquet et je suis allé là où il y avait les sciences de la Terre. J'étais âgé de 18 ans lorsque j'ai été pour la première fois avec un troupeau de 100 mères. J'ai eu l'impression d'avoir toujours été appelé par ce métier de berger, être en contact avec la création comme si elle me parlait, me conseillait, me donnait des ordres à faire ou à ne pas faire. Ce qui est assez extraordinaire, j'avais l'impression également d'avoir toujours au milieu des arbres des moutons, mais aussi au contact des animaux sauvages de la forêt, d'avoir vécu avec eux en bonne intelligence, en harmonie, guidé par l'intuition et la sagesse, épris d'une grande liberté, mais aussi par un savoir supérieur que la raison ne peut également expliquer, d'une manière rationnelle, mais à tête reposée par l'esprit et l'âme, qui absorbent cette manne constructive qui n'est rien d'autre qu'une nourriture spécifique à toutes les espèces bien établies. La grande communion des essences forestières, des animaux sauvages, se conjuguait admirablement avec les animaux domestiques, tels que les bovins, les chèvres, les équidés et les moutons, bien entendu. Et également des animaux, les poissons, les rivières, les cascades et toute cette création qui viennent se désaltérer en se rafraîchissant, puisant des forces nouvelles, corporelles et spirituelles. Car les animaux, car le règne animal et le règne végétal ont une âme bien respective. J'évoquerai en rendant un vibrant hommage à nos aïeux qui ont quitté cette terre, cette planète Terre, avec un voyage accompli et des devoirs bien prononcés, et qui sont partis rejoindre l'au-delà. Je me revois avec ma chienne Eva, qui était une chienne bergère des Pyrénées. Elle était fidèle à son devoir de protectrice de troupeau, obéissante par un signe de la main sans crier. Tout se passait dans le calme, le troupeau dégustait avec un grand plaisir les pâturages qui leur étaient offerts. Ce qui m'a le plus interpellé, c'est la saison de l'hiver. La nature semble avoir rendu son dernier soupir. Elle est morte. Aucune vie apparente, une désolation profonde donne au regard de l'observateur l'impression que la vie s'est retirée à jamais des grandes surfaces où la vie était sur une grande échelle sacrée. Mais la nature, dans son sein maternel, a donné à la terre un semblant de vie, une résurrection, une espèce grandit subitement. La neige, cet engrais naturel qui est descendu du ciel pour donner à la terre une vie nouvelle, un grand espoir d'un renouveau. Et l'hiver est marqué par les fêtes de fin d'année, Noël et tous les symboles de la vie ici-bas. La crèche, l'enfant qui s'était incarné pour sauver toute la détresse humaine était présent. La Sainte Famille était pauvre et les premiers
disons, les premiers visiteurs à rendre hommage à cet élément extraordinaire, ça a été les troupeaux de moutons et les bergers qui ont rendu hommage au divin créateur. Et ensuite, les notables, les rois mages, les 3 rois mages qui ont donné à l'enfant Jésus l'or, le diamant, l'or, la myrrhe et l'encens, la myrrhe et l'or. Voilà. Et en plus de ça, ils ont donné vraiment une chose tout à fait remarquable concernant la simplicité, parce que c'était des rois et ils se sont mis à genoux pour rendre cet hommage royal au Créateur. Voilà, c'est ça. Et ensuite, il y a eu, bien sûr, le temple, non seulement les rois mages, mais il y a eu aussi la légende de tirer les rois dans les familles paysannes. Et la vie intense reprendra ses droits datant la saison du printemps. Le soleil réchauffera de ses rayons la terre qui reprend vie, ressuscite, on voit les bourgeons qui grossissent sur l'œil et qui éclatent, qui grossissent à vue d'œil et qui éclatent un à un en laissant la couleur blanche d'un liseré qui apparaîtra, puis à mesure que les jours passent, une couleur verte prendra le dessus et envahira sur la campagne sa manne bienfaisante, bénédiction salutaire. Avec mon troupeau et ma chienne Eva, je parcours la splendide campagne et je fus interpellé par un fait réel. J'observais une fleur nouvellement éclos, de couleur orangée. J'avais un appareil sur moi et j'ai photographié. Et je m'en suis servi. On voyait dans la prise de vue l'appareil circulatoire où passe le liquide nourricier de la plante, la sève brute et la sève élaborée, dont son travail est de nourrir la plante, de cumuler dans ses tissus les substances minérales, les oligo-éléments, les vitamines et d'autres substances précieuses, inconnues de nos jours, par les hommes de science. Légumes et fruits n'ont rien d'autre que cette grande finalité. Au printemps, la vigne pleure lorsque l'on coupe les sarments et la sève s'écoule très précieuse et marquant un grand symbolisme de tout le règne végétal. Et ce miracle se retrouve chez tous les animaux sans exception, leur procurant une vitalité rayonnante de santé. Seule la nature procure ce phénomène sans se tromper. Mais aussi, les abeilles prélèvent sur les bourgeons des plantes en question une substance qui suinte, visqueuse et aromatique, qui donne une odeur de bien-être, la propolis, qui est un désinfectant des plaies et qui donne vraiment une sorte de guérison sur beaucoup de maux que l'homme est en train de développer dans notre, disons, soi-disant humanité. Ce n'est pas l'homme qui a inventé les réserves d'eau sur Terre, ce sont les arbres. Le printemps, ce sera la résurrection de la nature. Ce n'est pas un hasard si les fêtes de Pâques tombent dans la saison de printemps. Lorsque l'agnelage
se fait, disons vers le mois de mars, avril, le lait, vraiment, le premier lait, c'est le colostrum que l'on donne aux agneaux pour leur donner des immunités naturelles pour leur survie. Et dans la saison du printemps, vraiment, ce lait qui est une manne extraordinaire a le goût de noisette et très fruité. On a l'impression que l'organisme humain et animal revit par ce fluide laiteux, blanc comme de la neige, qui rend la santé invulnérable aux maladies. La saison de printemps, en été, les préparatifs de cette gigantesque moisson de tomes, ces délicieux fromages d'alpage, d'un goût exquis, des fondus propres aux Alpes et aux Pyrénées, les grandes soirées de l'hiver, au début printemps, les délicieuses fondues avec en mettant des pommes de terre cuites à la vapeur et mélangées avec les tomes, les oignons et les échalotes, et mélangées également avec les plantes aromatiques des hautes alpages. Au printemps, je me promenais avec ma chienne, Eva, et je laissais mon troupeau libre. Et d'un seul coup, j'entendis de sifflements. Oh, c'est les insectes qui se réveillent. Alors, mais c'est un sifflement qui persistait. Alors, j'étais un petit peu, disons, curieux. Je me suis approché, mais la chienne a eu un recul. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est en recul, alors qu'elle est agressive par nature. Hein? Mais ça, c'est son travail qui lui demande cette agressivité. Et je me suis approché, et un sifflement, mais vraiment à faire peur. C'était un nid de vipères qui était prêt à attaquer. Mais vraiment d'une manière... Et j'avais été très impressionné quand une autre vipère a sifflé des hauteurs et descendu en 2 minutes, elle avait fait 300 mètres. Oh, alors là, dites donc, ce rayon de soleil les avait réveillés. Et j'avais eu une anecdote tout à fait terrible. Il y avait eu 2 chiens qui avaient été mordus par les vipères. Il y avait un chien qui était de race, c'était un chien qui n'était pas bâtard. Le vétérinaire est venu, a fait les vaccins, les sérums, elle est morte. Par contre, la chienne bâtarde, elle n'est pas morte. Mais alors, elle avait des yeux vraiment à faire peur. Il y avait eu, après la morsure des serpents, une modification de son attitude que l'on n'avait jamais connue. Et là, vraiment, j'ai vu que le venin de serpent et les médicaments peuvent donner des effets secondaires irréversibles, et vraiment, on a du mal à maintenir le regard pour voir la tristesse de cette aventure. Et combien de fois j'ai visité des élevages, et entre bergers, on se donnait des informations. Alors j'ai dit oui, j'ai raconté cette mésaventure. Oh, il me dit, tu as eu de la chance. Oh, j'ai dit, mais pour quelle raison? Eh bien, parce que moi j'ai gardé les troupeaux qui me disaient, bon, c'est un collègue de travail, hein, eh bien là, c'était quelque chose d'autre chose. Les bêtes étaient en train de pâturer sur les herbes hautes, au museau. Et
quand le collègue qui s'est manifesté, qui a dit je m'en suis, disons, aperçu trop tard, au museau, ça n'a pas pardonné, ça a gonflé et la bête est morte. Un jour, il y a eu un gosse qui s'était penché pour boire à la même source. Il a été piqué par une vipère aussi, là. Mais alors là, il s'en est failli de peu, hein, parce que le visage avait gonflé, 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 c'était terrible à voir. Et alors là, avec des soins spéciaux, ils ont réussi à le sauver, hein, en buvant à même la source. Vous savez, mais enfin, ça n'empêche pas que je maintiens sur ce que j'ai dit, hein. La vie de berger, ça a été un très grand bonheur pour moi, en expérience et en travail et en savoir aussi, hein, voilà. Après, quand on a cet apprentissage-là, on n'est plus la même personne. On est humble, hein, et on est, disons, une personne sage, harmonieuse et plein d'entrain. Voilà. Il y a une anecdote qui aurait pu être fatale pour moi. J'étais en train de tailler les haies avec sécateur et tout l'appareil voulu. Il faisait très chaud, le soleil était brûlant. Et puis on entendait aussi les insectes qui fait comme les criquets et tout ce qui s'ensuit. Bon. Et d'un seul coup, il y a eu un criquet où je me suis dit, bon ben c'est encore un insecte et tout. Un nid de vipère à mes pieds. Elle a rasé ma tête. Et alors là, tellement que c'était vraiment tellement dur à supporter, j'ai plié mes bagages et je suis parti. Je ne pouvais pas rester. Mais alors, j'ai senti le froid de la vipère raser mon visage. À l'époque de l'hiver, il y avait, disons, les pommes de terre cuites, elles étaient cuites à la vapeur, et également on mélangeait avec les oignons, l'ail, le persil, l'échalote, et il y avait aussi les champignons que l'on avait cueillis en automne. On faisait vraiment une ripaille de tous ces trésors de la nature. Et il faut quand même dire que le goût des pommes de terre, des champignons, des oignons, ce n'est plus le même goût que maintenant. Maintenant, on a l'impression, ça n'a plus rien à voir. Avant, l'oignon, l'ail, le persil, l'échalote, les tomes de Savoie ou de Pyrénées et autres que l'on mangeait, ça n'avait rien à voir avec ce que l'on mange à l'heure actuelle. C'est vraiment... À l'heure actuelle, on a l'impression que le goût est parti, qu'il n'y a plus cet arôme et cette félicité qui nous parvenait pour refaire notre organisme et notre santé. Voilà. Maintenant, tout est à l'envers. On n'a pas la sensation de vivre quelque chose de sain. Tout est inversé. Je me rappelle la traite des animaux, vaches, chèvres et brebis. Le lait de brebis est le lait, disons, l'un des plus riches et celui qui donne le plus de santé à l'humain. La chèvre, c'est vraiment un lait qui est légèrement un peu aigre, un petit peu, mais foncièrement bon. Et le lait de chèvre mélangé avec des légumes, des pommes de terre, c'est tout à fait vraiment la panacée. Les vaches, le lait est doux,
il est franchement... il est doux, il est aussi doux que le lait de brebis. Mais à la seule différence, il a moins de matière grasse que la sève de brebis. Voilà. Mais il y a eu aussi une chose que j'ai bu, c'est le lait de jument. Alors le lait de jument, ça a un caractère très particulier, il est sucré. Il est vraiment, il se laisse boire, quoi. Les brebis ont donné aussi du lait de brebis quand la brebis avait fait son agneau, donné, et il y avait, c'était le colostrum, c'est le premier lait que l'agneau boit pour réavoir les immunités naturelles dont il a besoin pour effectuer son dur pèlerinage de l'existence. Et là, on ne peut pas, disons, transgresser cette voie. Et combien de fois, quand l'agneau était né, il fallait tout de suite voir si l'agneau allait téter. S'il n'avait pas tété dans les minutes, il était mort. Hein, vous voyez, hein, il était mort. Il ne pouvait pas refaire sa vitalité. Voilà. Ça, évidemment, c'est très dur à accepter. À l'heure actuelle, avec les techniques qu'il y a, bon, il y a la chaleur, il y a ci, il y a ça, bon, il y a des techniques. Mais avant, c'était artisanal. Le métier de berger était surtout artisanal. Quand les diplômes de maître berger étaient donnés, il y avait quand même les opérations, les petites chirurgies que l'on faisait. Hein. On connaissait les plantes, on connaissait pas mal de choses. Tandis que maintenant, bon, c'est le vétérinaire. Hein. Bon, voilà, c'est tout. Les raisins. Alors les raisins, quand avec le troupeau, on passait justement dans les chemins, on sentait les vignes, on sentait vraiment l'arôme des vignes, mais c'était vraiment un délice. On n'avait pas besoin de manger le raisin. On mangeait le raisin, on avait l'impression que on l'avait goûté. Voilà. Hein, par la senteur, les arômes, et puis alors quand on pressait le jus de raisin, c'était vraiment la panacée. Et on comprend maintenant pour quelle raison le raisin était devenu un sacrement. Hein, c'était pas l'alcool, mais c'était le vin, le jus de raisin. Voilà. Et il y a des grands médecins qui ont traité beaucoup de maladies avec le jus de raisin. Voilà. En automne, la forêt passe par toutes les couleurs du vert jaune, orange, et avec un rayon de soleil, la forêt devient rouge comme du sang. Elle est enflammée comme le feu de comme le feu normal. Ça, c'est dû à l'imopyrole, la substance qu'il y a dans les feuilles. Discret à son début, puis au fil et à jour, un rouge écarlate. Le sol devient une multitude, au sol vient une multitude de champignons d'identités différentes, de couleurs incomparables. Les cryptogames est une science authentique au même titre que les phanérogames, groupe de plantes vertes. Les bergers en raffolent. Les forêts, les premiers, où les ovins, bovins et équestrés jouent un rôle capital dans les surfaces respectives où les troupeaux posent leurs sabots et par magie, en une nuit, à la stupéfaction des agriculteurs, des éleveurs, une manne sans nom est apparue, riche en organismes dont les noms sont en patois et ont une poésie chantante dont les initiés en connaissent le sens en profondeur. La grande magie de l'automne
livre à l'humanité un riche fardeau d'une valeur inestimable. La saison, alors c'est les champignons et les châtaignes. Alors les châtaignes, dans l'histoire de l'humanité, il y a 4 fruits qui sont vraiment une alimentation de base. Alors, on a les châtaignes, on a les abricots pour les peuples de montagne de l'Himalaya, on a les dattes pour les chemaliers du désert, du Sahara, et les framboises qui poussent dans les montagnes de la cordillère des Andes. Et là, ce sont des peuples qui peuvent vivre plus de 100 ans sans une minute de maladie. Voilà. Et alors évidemment, on a du mal à y croire. Il y a des savants qui sont venus voir parce qu'ils pensaient que ce n'était pas possible, et ils sont revenus, tête baissée. C'est un fait réel. Et c'est quand même des savants, pas n'importe qui. Des biologistes, des gens qui ont fait des analyses et autres, ils ont dit vraiment, c'est extraordinaire. La maladie n'a pas prise sur ces ethnies. Voilà. Alors les châtaignes, c'est un aliment de base pour les montagnards également. Et alors là, on peut faire de la farine de châtaigne, hein, comme la farine de date, hein, et vraiment, ce sont des aliments complets. Alors le métier de berger, vraiment, n'a jamais été cité comme un métier, c'est surtout un travail de sacerdoce. Mais les gouvernements auraient dû mettre les choses au point. C'est un métier noble que l'on aurait dû payer en conséquence. Car les annulages, tout ce qui a attrait aux travaux de la bergerie devait être, disons, appuyé en épingle, tellement que c'est un travail beau et noble. Voilà. Avant, quand on tondait les moutons, la laine, c'était vraiment quelque chose de soin. Ça avait la senteur de la bête par elle-même quand elle était en bonne santé. Et là, on a négligé, les gouvernements qui se sont succédés n'ont rien fait pour que les troupeaux de moutons aient une place honorable dans la société humaine. Voilà. Et c'est déplorable. Voilà. Et nous sommes les nouveaux Indiens d'Amérique du Nord, nous allons disparaître. À bref ou longue échéance, nous disparaîtrons parce que là, vous comprenez, c'est fatigant de faire un travail. Pour beaucoup de gens, se baisser, c'est une calamité. Alors, n'insistons pas, on disparaîtra comme les Indiens d'Amérique du Nord. Et les bergers sont en train de disparaître aussi. Parce qu'avant, la nourriture des animaux, c'était les herbages, c'était toute la flore sauvage, hein, qui passait par le pareil digestif de l'animal et qui donnait une santé de fer à tous les animaux. Voilà. Ils vivaient tant d'années, bien sûr, mais c'était quelque chose d'incomparable avec maintenant. Maintenant, on a des animaux qui sont gras, mais donc, non seulement ils sont gras, mais il n'y a pas la qualité énergétique de ce que devrait avoir le corps quand les personnes dégustent ces aliments, quoi. Et je le répète,
les bergers, nous sommes les véritables derniers, nous sommes les derniers des Indiens qui ont connu l'extermination. Voilà. C'est pas l'extermination voulue, mais c'est une extermination qui n'aura plus de bergers pour s'occuper de tout ce qui est beau et noble de la nature. Voilà, c'est ça ma conclusion. Non seulement ce sont les animaux qui disparaissent, non seulement ce sont les animaux domestiques qui disparaissent avec les bergers, bien sûr, mais également cette faune sauvage qui disparaît de jour en jour, telles que les grenouilles, telles que les anguilles, hein, telles que toutes les sortes de poissons des rivières et des lacs doux, hein, qui faisaient la fierté des campagnards et autres, et qui invitaient à leur table certains mets de poissons d'un goût mémorable. Et alors évidemment, les écureuils, il ne faut jamais oublier que les écureuils nous ont donné des arbres et les essences forestières en prenant les graines de semences et de les semencer dans tout ce qui a attrait aux prairies. Mais à la seule différence, ça a fait des forêts, ça tient la route, mais il faut ajouter qu'à cette époque, les camions, les voitures, les tracteurs, les moissonneuses-basteuses, ça n'existait pas. Et les semences faisaient un très bon travail d'ensemencement et vraiment de donner une force. Il y a eu un livre qui est sorti de Jean Giono, L'homme qui plantait les arbres. C'est tout à fait remarquable. C'est un homme qui était seul, qui vivait dans la nature. Il était tout seul et il plantait les arbres. Et au bout de décennies, c'est pas lui qui a eu les honneurs, c'est l'administration, hein, qui a eu les honneurs, mais pas lui. Pas celui qui avait travaillé, pas celui qui avait fait des efforts, pas celui qui avait vraiment été le berger des arbres, le berger tout court et le berger des apiculteurs, c'est-à-dire des abeilles. Mais ça, on l'a peut-être félicité, mais on l'a laissé à l'égard. Et ça revient à ce que j'ai dit. Hein. Le berger n'a jamais été payé pour le travail qu'il faisait. Voilà. Et c'est malheureux, c'est attristant et ça fait de la peine. Parce que vraiment, ils ont fait des efforts extraordinaires. Nos aïeux méritent. Ils méritaient au moins, disons, des primes, comment on appelle ça, une reconnaissance matérielle, par exemple. Et là, je pense que ça n'a jamais été fait. Ou alors, ça a été fait pour les gens, les nantis, quoi. Les gens qui avaient beaucoup d'argent et des riches propriétaires. Là, d'accord, on ne pouvait pas les méconnaître, mais c'était ça, quoi. Voilà. Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas à être fiers de faire comprendre que c'est tout à fait logique. On parle de la croissance, mais cette croissance, on est en train de faire le contraire de ce qu'il faudrait. Parce que la croissance, c'est quelque chose de significatif. D'être en première ligne en disant voilà telle et telle chose, telle et telle chose. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est un petit peu trop tard parce que les gens sont habitués au confort, hein, à l'argent facile. Donc une agriculture avec argent facile et confort, ça ne tient pas la route. Il faut savoir ce que l'on veut.
Quand on fait par exemple un travail pour donner à manger aux animaux et autres, ce que l'on aurait pu faire, c'est de diviser le travail, de dire voilà, tiens, on a fait telle et telle chose, bon, on divise, mais là maintenant, c'est un lourd fardeau que tout le monde, que ce soit les agriculteurs ou les bergers qui doivent porter le lourd fardeau, ça devient inhumain, quoi. Ils ne pourront pas porter ce lourd fardeau indéfiniment. Ça, c'est automatique. Mais bon, on n'a pas le droit de juger, puisque c'est comme ça, puisque la politique est devenue comme ça. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez? Ne soyons pas plus royalistes que le roi. On disparaîtra. Point final.